Bon bah, en vrai c'était pas si mal. Ouais, si on retire les 4 tractopelles d'incohérence, Oui, mais bon. Bon, oui, voilà, le manque d'imagination en règle générale, un peu. oui, non mais bon, enfin, bon, c'est peut-être pas si ouf, mais Après, bon, voilà, le twist était pas ouf non plus, hein, on va pas se non, c'est vrai, mentir. c'est vrai. Bon, c'était pas génial. Ouais, c'était un peu pourri quand même. Oui, bon, en fait, c'était très mauvais. Guys? Bonjour à toutes et à tous, c'est Judith. Aujourd'hui, je suis en compagnie non pas de Geoffrey, mais bien de Mathieu pour débattre de Scream 6 que nous venons de voir au cinéma. Dans ce débat, nous aurons une première partie sans spoiler et une deuxième partie avec spoiler que nous vous annoncerons avant qu'elle ne commence. Alors justement, Mathieu, est-ce que déjà tu peux commencer par nous rappeler un petit peu ton avis sur la saga Scream en général ? Ouais, j'avais pas fait le débat que t'as fait avec Geoffrey à l'époque de la sortie du précédent, qui était il y a très peu de temps finalement, on va en reparler aussi je pense. Et ouais, bah comme toi, comme Geoffrey, je fais partie de la team qui aime bien Scream en règle générale, qui lui trouve évidemment beaucoup de défauts, surtout quand on avance dans les opus. C'est moi qui ai fait la critique du 5, donc du précédent sur le site, pendant que vous faisiez la vidéo. Et j'avais mis la moyenne, je crois, et j'avais dit que c'était plein de défauts, mais pas désagréable à regarder. Et j'aime bien le 4 aussi, contrairement à toi et surtout Geoffrey, qui déteste le 4. Donc je te retourne la question. Oui, alors moi c'est pareil, effectivement, j'aime énormément les premiers Scream, le premier, le deuxième et même plutôt le troisième. Et globalement, c'est une saga à laquelle je suis vraiment attachée. Donc même le 4, franchement, je prends plaisir à le regarder, je sais qu'il a énormément de défauts. Et même le 5, bon d'accord, il n'y a rien qui fonctionne et pourtant j'ai passé plutôt un bon moment. Donc voilà, d'où que c'était une curiosité pour nous aujourd'hui de découvrir le 6ème. Et donc on va enfin pouvoir développer sur ce sujet-là. Alors justement, par rapport au 5, on va peut-être commencer là-dessus, un peu la filiation qu'il y a avec le précédent, comment ça s'est passé. Et comme tu le disais, il y a très peu de temps en fait qui se sont passés entre le 5 Ouais, et... vraiment production réduite. Après, la saga y est plutôt abonnée, puisque le 2 s'était fait aussi dans le... Ça a été très compliqué. Bon, la plupart des scripts de Scream, ça a été souvent compliqué. Mais celui du 2, c'est vrai qu'il y avait aussi ce truc de... ils l'ont fait en speed pour profiter du momentum après le succès du premier. Et là, on retrouve un peu ça. Il y a eu moins d'1 an, je crois, entre les deux, un truc comme Oui, il ça. me semble, ouais. C'est assez impressionnant quand même qu'ils sortent si peu de temps. Et en plus, il y a eu d'autres trucs qui ont un peu entaché la production et qui leur ont forcé à tout réécrire. Enfin, je pense que ça se voit un petit peu dans le film quand même. Ouais. C'est un peu compliqué là-dessus. Il y a peut-être des trucs qu'ils voulaient faire et qu'ils ont dû changer au dernier moment, ce qui implique des trucs un peu moins inventifs que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et oui, bah, le départ de Neve Campbell, eux-mêmes disent que ça a beaucoup changé ce qu'ils ont voulu faire. Et je sais pas si tu trouves que ça se ressent, mais... Oui, bah, je trouve que ça se ressent surtout, d'ailleurs on va en parler, mais dans le nouveau setting, donc, parce que maintenant la grande nouveauté de cet opus-là, c'est que ça se passe à New York, et en fait dans le précédent, on voyait que maintenant Sydney vivait à New York, et qu'elle vivait donc là-bas avec sa famille, qu'elle avait vraiment de nouveaux enjeux dans cette ville, et le fait que ce nouveau volet se passe à New York, ça donnait vraiment l'impression que le tueur avait suivi Sydney dans son nouveau lieu de vie, et que maintenant il allait s'en prendre à sa famille. Et en fait là du coup c'est très bizarre, parce qu'on sait que Ghostface a suivi, en tout cas s'est déplacé à New York pour finalement ne pas y retrouver Sydney, donc ça n'a aucun sens, enfin, oui. a priori. Oui, c'est ça, il reprend juste le concept de New York sans le personnage qui y était affilié. Oui, voilà. Et d'ailleurs, je trouve ça assez amusant qu'il y ait ce problème avec les vieux personnages. Donc là, c'est un problème de salaire, notamment, elle s'est largement exprimée sur le sujet. Parce que, tu sais, le Williamson, quand il a fait le 4, il voulait faire une trilogie à partir de ça, et il a déjà dit ce qu'il voulait faire dans le 5 et 6. Et donc lui, il voulait capitaliser autour du personnage de Jill, qui était Emma Roberts, je crois, dans le 4, qui était, en fait, il voulait prendre une méchante et la suivre, quoi. Et donc du coup, dans le 5, elle se retrouvait, je crois, à la fac, il se passait plein de trucs. Et dans le 6, que lui avait imaginé, ça devait être basé autour de Gail et Dewey, qui devaient faire leur petite histoire de leur côté. Alors je me rappelle plus s'il parlait de ville déjà à l'époque, parce qu'il en a à peine parlé de ce qu'il voulait faire à l'époque. Mais c'était déjà beaucoup plus audacieux, on va dire, que la direction que là ils ont prise, c'est-à-dire de prendre les personnages du 5 et bah vraiment faire une suite bête et méchante à ce Scream qu'ils avaient appelé Scream
pour se moquer de la mode des legacy sequels comme ils appellent, ou requels comme ils ont traduit, c'est-à-dire les trucs à la Halloween, etc., qui sont des suites qui revendiquent de pas se baser sur toutes les suites qu'il y a eu par la suite, quoi. Et là, ils envoient un peu ça valser en faisant bon bah non en fait c'est Scream 6 et c'est encore une suite de toute façon. Oui bah oui évidemment, non parce qu'en plus le précédent avait quand même un petit peu, aussi bien dans le fait de ne s'appeler que Scream et dans les dialogues, un petit peu cette prétention de se placer au niveau du premier justement, alors que bon, moi même si je l'aime bien, forcément il lui arrivait pas à la cheville. On déconne pas quoi. Voilà, on déconne pas avec les originaux, c'est un peu compliqué. Et donc justement sur ce principe de suite, on peut peut-être évoquer les personnages parce que pour le coup on retrouve le duo d'héroïnes qu'on avait dans le précédent, donc Melissa Barrera et Jenna Ortega qui interprètent les deux sœurs. Donc là, la jeune sœur interprétée par Jenna Ortega arrive à l'université et Melissa Barrera l'a suivie en fait pour la protéger. Oui, c'est ça, on comprend qu'elle elle multiplie un peu les petits jobs et elle est un peu parano et elle veut la protéger jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et autour d'elle, on retrouve Mindy, donc qui était un peu la Randy des nouveaux Scream, la copine de Mindy, donc Annika, et Chad, du coup, qui avait survécu à la fin du 5, on ne sait pas par quel miracle, mais voilà. Voilà, c'est un peu le noyau dur des personnages qu'on retrouve, j'en oublie pas, je crois. Ouais, d'ailleurs, ils utilisent l'expression corps fort, là, ils font une genre d'équipe, littéralement le noyau dur, quoi. Eux-mêmes s'appellent comme ça, donc... Voilà, oui, un peu comme s'ils reformaient le groupe original qui était formé à l'époque par Sidney, Courtney Cox, tout ça. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir l'impact qu'a eu la méga explosion de Ortega sur le script, parce que c'est assez... Elle avait fait X à peu près à la même période que Scream, donc elle montait déjà pas mal dans ce milieu-là, mais bon, c'est vraiment c'est devenu une légérie de TikTok après mercredi. Alors, vu les délais très courts, je sais pas si ça arrivait avant, après, pendant la production, mais je serais curieux de savoir s'ils ont vraiment intégré son importance, parce que je me doute que s'ils veulent en faire un nouveau, ils aimeraient bien avoir une personnalité qui attire autant de gens en salle, hein, mine de rien. Bah oui, mais puis cela dit, même si elle n'était pas devenue plus connue entre-temps, tu vois, finalement, j'ai l'impression qu'à la sortie du 5, tout le monde était d'accord pour dire qu'elle volait complètement la vedette à Melissa Barrera, et qu'elle est finalement bien meilleure, enfin en tout cas au sein du film, moi j'en ai l'impression, et du coup là de toute manière effectivement ils ont quand même étendu son rôle, ce qui est plutôt à mon calcul parce qu'elle est toujours effectivement très bien, quoi. Oui, c'est une bonne actrice, elle le prouve encore une fois. C'est un des atouts de la série, quoi. Ouais, tout à fait, Non, mais j'avais déjà beaucoup aimé dans X, qu'elle avait un rôle pas facile du tout, et je trouve que là elle s'en sort pas mal. Et il était assez court son rôle dans Ouais, c'est vrai. Et oui, elle a une scène vraiment géniale, je trouve, dans X, qui est vraiment le moment où tu fais ah ouais, c'est plus que juste la random final girl de base, et vraiment c'était intéressant. Et ouais, là, c'est vrai qu'ils ont creusé surtout la relation entre les deux sœurs, et c'est vrai que du coup, il y a pas ce côté plein de nouveaux personnages, c'est vraiment recentré sur des personnages qu'on connaît déjà, même si j'avoue que 9 mois après le précédent, j'ai pas fait le revisionnage avant la projo, mais tu fais c'est qui lui déjà ? Ah ouais, c'est vrai. mais du coup, ça permet de recentrer un peu, et ils sont pas obligés de s'éparpiller sur les motivations de machin, et de recentrer sur la relation qui est pas inintéressante, je trouve, par rapport à... Enfin, j'ai plus de problèmes avec le personnage de la grande sœur, du coup, en soi, que sur la relation entre les deux, qui a le mérite d'être au moins caractérisée du début à la fin, avec un vrai arc narratif, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai, oui. Mais alors justement, donc ça on développera peut-être plus dans la partie spoiler. Et pour revenir justement sur ce qu'on peut retrouver du 5 dans le 6 ou pas, justement, ce qui est intéressant, c'est l'aspect slasher et le traitement de la violence en général. Alors je sais que ça c'est un point sur lequel on se retrouve, on est plutôt déçus de ça. Ouais. Geoffrey, lui, a trouvé ça beaucoup plus vénère que le précédent. Ce que je ne m'explique pas. Ouais, pareil. Qui était quand même bien bourrin, quand même. Enfin, par rapport... moi, ça m'avait agréablement surpris à l'époque quand j'avais vu le précédent. Et pourtant, moi, je suis pas spécialement attachée, tu vois, à la complaisance envers le gore, tu vois, dans les films d'horreur, mais je trouvais ça hyper intéressant dans le 5, la manière dont, en fait, on revenait un petit peu aux origines du slasher et à la manière dont on donnait vraiment de la gravité et du poids à chaque meurtre en ayant cette caméra qui ne s'arrête pas de filmer au ralenti vraiment les armes qui pénètrent la chair et tout, et ça avait vraiment un côté hardcore, alors que là finalement on retombe dans les meurtres hyper édulcorés où finalement on ne voit pas le couteau qui s'abat sur les personnes, il y a un bruitage hyper boum boum dessus, genre tellement pas réaliste, et il y a quasiment pas de sang. Et finalement les meurtres on n'y croit plus, il y a plus du tout ce côté organique du précédent film. Ouais, parce que dans l'idée il y a des meurtres qui sont
assez gore, voilà, bon je vais pas spoiler, mais ils rentrent des couteaux dans des endroits qu'on n'a pas envie qu'ils rentrent quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu cool. Mais en fait, ouais, dans l'idée c'est pas mal, mais je trouve que ouais, il y a pas le côté assez rêche du précédent où, bon c'est celui, ils ont même eux-mêmes plaisanté pendant la promotion en disant que c'était le Scream avec de loin le plus de coups de couteau, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils se font poignarder, ils se prennent 14 000 coups de couteau dans le bide, et tu sentais vraiment les os craquer, le truc. Et là, déjà il y a pas mal de meurtres qui sont relégués un peu en arrière-plan, je pense notamment à une scène qui aurait pu être intéressante où Ghostface utilise une autre arme, ce qui est assez amusant. Et il y avait un truc à raconter avec ça, parce que vu qu'il change d'environnement, bon on va en reparler, mais New York, etc., tout ça, il pouvait changer d'arsenal, c'est pas du tout on n'est plus dans la banlieue des slashers en fait, on n'est plus dans le post-Halloween, tu vois, on est vraiment à New York où tu peux avoir accès à des trucs bien bourrins, et même quand il fait ça, où du coup il pourrait y avoir un gros sursaut de violence et revenir à un truc très viscéral, je sais plus s'il y a un petit mouvement de caméra ou si ça se passe en arrière-plan, mais c'est un peu décevant quoi, là t'as une gerbe de sang et c'est un peu... Après, c'est d'autant plus dommage que je trouve que c'était déjà un peu une qualité du précédent, contrairement à beaucoup de sagas d'horreur du moment, il y a pas mal d'effets gore numériques, et je trouve qu'ils passent plutôt bien. Enfin, il n'y a pas... y a pas ce moment où tu fais oula non mais là j'y crois pas du tout, c'est une doublure, ça tronche, ça marche pas quoi. Y a pas de couteau qui s'enfonce au ralenti et que tu fais non mais mec c'est des pixels là tu vois, ça fonctionne pas. Sauf que c'est pas ultra bien exploité. Oui, c'est un peu dommage. Et donc de manière générale, pour revenir un peu sur l'aspect toujours suite, on est toujours... Enfin, je sais pas si toi t'estimes que le film assume toujours l'aspect legacy sequel qui était, tu vois, très mis en avant dans le 5. Là, enfin moi je trouve qu'on commence à s'y perdre. Encore une fois, j'ai plutôt bien aimé le film, mais je vais essayer de le défendre. Mais cet aspect-là, il est vraiment noyé maintenant. Ouais, non mais là je suis d'accord. De toute façon, c'est pas compliqué. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il pastiche, entre guillemets. Alors je sais qu'on n'aime pas dire que Scream est une parodie, mais ça pastiche quand même le slasher en règle générale, et ensuite ce qui est fait dans les suites de slasher. Et le problème, c'est que là, ils n'ont plus rien à pasticher. Ils ont fait le slasher. Le deuxième, il s'est fait à l'arrache, un peu comme on a dit, mais c'est facile de pasticher la suite. Le troisième, moi je suis moins fan que vous dessus, mais faut avouer que le côté... fin de trilogie, et du coup tout peut arriver, qui d'ailleurs recycle eux-mêmes dans cette suite un peu maladroitement. Bon, on y croyait encore. Le quatrième, c'était déjà plus compliqué, mais il s'attaquait au fan footage, des trucs un peu plus contemporains. Là, l'avant-dernier, enfin le Scream sans rien derrière, c'était le Legacy Sequel, comme ils disent. Ce qui, en vrai, était l'évidence absolue, c'était le truc à faire, et là, ils se retrouvent à poil, que faire? Et on sent que ils ont du mal. Ils parlent de franchise, mais bon, c'était déjà dans les précédents, en fait. Nouveau, ouais. Alors justement, pour conclure sur la partie sans spoiler, malgré tout, même si bon, là, on décortique un peu tous les défauts et tout, et effectivement, je trouve que le film en est bourré, je dois dire que si j'avais passé un bon moment devant le 5, je passe aussi un bon moment devant le 6, pas pour les mêmes raisons, parce que effectivement, encore une fois, dans le 5, j'ai adoré le traitement de la violence et que je ne retrouve pas du tout ici. Ici, j'aime bien une certaine esthétique justement dans l'aspect méta du cinéma, donc on y reviendra aussi dans la partie spoiler. J'aime bien, comme tu en parlais, la relation entre les deux sœurs. Je trouve que voilà, Jenna Ortega, elle prend de l'importance et c'est intéressant. Je trouve que Melissa Barrera, elle est meilleure. Et finalement, voilà, il y a tout un casting que j'aime plutôt bien. Et il y a aussi finalement quelques scènes de tension ou pas de meurtre en soi, parce que les meurtres, voilà, je les trouve pas très réussis, mais les scènes qui les précèdent, on va dire, que je trouve vraiment bien pensées et plutôt bien réalisées, donc on va en parler par la suite, mais voilà, moi c'est un film, je le trouve pas bon, et je trouve toujours que ça n'a pas de sens de faire de Scream dont le personnage de Sidney ne serait pas l'héroïne, parce que en fait, Ghostface sans Sidney ne veut rien dire, et vice-versa. Donc voilà, il y a quelque chose qui de toute manière ne va pas au départ, je suis d'accord. Et malgré tout, voilà, j'ai quand même passé un bon moment. Alors je sais que c'est pas tout le cas. Mais c'est là-dessus qu'on en est d'accord. En fait, c'est exactement ce que j'ai pensé du précédent. Il y avait beaucoup de défauts, l'intention derrière, ça m'a un peu saoulé, il y avait des trucs qui m'énervaient, mais en toute sincérité, j'ai pas passé un mauvais moment parce qu'il y avait des meurtres que je trouvais assez amusants. Le nouveau, faut avouer que le côté nouveau départ avait quelque chose de très rafraîchissant, hein. C'est toujours cool de revoir Ghostface 2.0. Et je trouvais ça même mieux réalisé. Alors ça, pour le coup, on va en reparler avec des exemples précis, mais pour moi, dans le précédent, il y a vraiment quelques moments, alors ça restait beaucoup trop scolaire par rapport à la saga, on est d'accord, mais ils ont quand même réussi à tirer quelque chose du fait qu'il s'est passé la main en termes de réalisation pour prendre la mise en scène de Craven
et s'amuser un peu avec, à changer quelques codes, là où pour moi dans la suite c'est pas du tout le cas. C'est très programmatique et je pense que c'est aussi dû au décor en fait, entre autres. Et ouais, ça dure 2h07 et à partir du moment où il y a pas de scène qui me galvanise vraiment, et que je trouve ça vraiment pas très bien écrit, et surtout, et là sur ça aussi on va revenir, on dit toujours on va revenir, on en a pour 1 heure encore après, mais le film ne sait pas où il va pour moi, dans ce qu'il raconte, c'est terrible, et du coup c'est long. Voilà, bon en tout cas ça c'est grossièrement nos avis à tous les deux, et maintenant on va rentrer dans la partie spoiler, donc voilà, si vous n'avez pas encore vu Scream 6, vous pouvez passer votre chemin et revenir plus tard, ou alors vous en fichez d'être spoilé, ça voilà, c'est vous qui voyez, en tout cas vous êtes prévenus. Donc pour commencer cette partie spoiler, déjà on peut parler d'un des aspects vraiment majeurs de ce volet-là, c'est un peu tout ce qu'il se réclame d'inspiration vis-à-vis du deuxième Scream. Ouais. Tous les parallèles à faire entre... Il y a 2 séquences principales, on va dire, qui sont inspirées du 2. Je dirais même une 3e, parce que t'as la partie... du coup t'as la... On est dans les spoilers, allons-y. Donc t'as ce putain de climax, voilà, donc, horrible selon moi. Non, il n'est pas horrible. Qui se passe dans une salle de cinéma du coup. Voilà, il y a la scène où ils ont leur oreillette et c'est est-ce qu'ils vont se buter en plein jour, et ils font explicitement la référence à Scream 2 en disant on l'a déjà fait, etc. Et il y a aussi, ils refont la scène du coup de poing à Courtney Cox, là encore c'est explicite parce qu'il y a la blague du hey, on me l'a fait pas 2 fois. Coup de poing qui est d'ailleurs péniblement justifié ici, je veux dire qu'il tombe un peu vraiment juste pour la gratuité de la référence, alors que bon, il n'y a pas vraiment lieu d'être. Et oui, et là le problème c'est que, comme je disais tout à l'heure, vu qu'ils ont... Enfin tu vois, le fait de refaire le premier dans le précédent avait du sens à partir du moment où, vu que c'est un legacy sequel comme ils disent, c'est des films qui tendent à répéter les formules précédées pour leur apporter quelque chose, etc. Ce que le film faisait, enfin littéralement il obéit au genre qu'il pastiche, c'est logique. Sauf que là, la suite de Legacy sequel, c'est pas vraiment un genre quoi, enfin c'est pas un truc que tu peux, dont tu peux singer les codes aussi facilement, et tu sens que du coup ils sont vraiment coincés, et que du coup ils prennent des petits bouts du précédent et des petits bouts du 2 et ils rafistolent un peu tout ça jusqu'à prendre les motivations des tueurs, ce qui pour moi est quand même terrible parce qu'il y a un champ des possibles dingue qui s'ouvre à eux. Ils reprennent une histoire de vengeance, enfin pitié quoi. Ah bon, on va revenir sur le motif parce que non ça c'est... Mais tu vois, ce que je veux dire c'est que c'est dommage de reprendre des thématiques, certes Scream 2 c'est vachement bien, le film est très apprécié, tout ça, mais quel intérêt vraiment quoi. Alors là du coup moi pour défendre un peu le film quand même, j'ai beaucoup apprécié que le climax de celui-ci, donc toute la séquence finale, se passe dans un cinéma, alors que le début du 2 justement c'était la scène d'introduction qui était extrêmement marquante, qui se passait dans un cinéma, et la scène d'introduction du 2 ça se passait pendant une séance en fait dans un cinéma en état de marche on va dire, voilà, en pleine séance avec un public etc. Alors que là donc ce climax se passe dans un cinéma désaffecté, complètement poussiéreux, où il y a un vieil écran déchiré qui tombe du plafond, voilà, à moitié lardé de coups de couteau, et sur lequel est passé des petits films maison faits par le tueur du précédent. Voilà, donc c'est en fait on prend un petit peu le même setting en changeant complètement, et aussi ce qui est intéressant c'est que là ce cinéma là c'est une salle vraiment à l'ancienne qui fait vraiment jouer sur la nostalgie justement de la grande époque du cinéma dans les salles, qui est un petit peu mise à mal en ce moment. Et je trouve ça beau, je trouve ça poétique, et surtout parce que encore une fois là tout le thème du film, comme dans beaucoup de Scream, c'est rappeler à la nostalgie et mettre en parallèle l'histoire du slasher, l'histoire du cinéma, l'héritage familial, tout ça, et donc pour moi ça a un sens. Je trouve que c'est bien utilisé, que c'est beau et que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans les Scream, donc ça j'aime bien. Je vois, mais, mais non. Quitte à parler du climax, bon, au-delà du fait que c'est un peu recyclé quand même, c'est marrant, j'y vois un parallèle avec Matrix 4, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu. Ah bah il y a une scène à peu près pareil, mais qui pousse le délire méta de façon plus explicite encore, où il rentre dans l'écran pour rentrer dans une dimension, enfin bref. Et il y a aussi ce vieux cinéma de boulevard, tu sais, très américain, où ils mettent, pareil, il y a un dispositif, tu sais, technique pour, je sais plus faire quoi, je l'ai pas revu depuis qu'il est sorti en salle, là où dans celui-ci, il y a la collection Scream Fan, là. Bon, ok, certes, pourquoi pas, c'est vrai que je n'y avais pas pensé en sortant, ce que tu dis sur l'état du cinéma actuel. C'est ouais, carrément, ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée, je trouve. Après, pour moi, le climax, il est beaucoup trop long. Je sais que c'est des défauts qu'il y a dans tous les Screams, c'est facile de dire ça, mais là, c'est tellement surexplicatif, c'est vraiment compliqué. Il y a un côté climax enchâssé avec plein de petites péripéties dans le climax qui pour moi fonctionnent pas du tout, que ce soit autant au niveau de la narration
que de la gestion de l'espace dans la mise en scène, c'est vraiment bizarre. Genre, la configuration de ce cinéma est quand même très très floue, alors qu'on l'a quand même vu dans une scène où il l'explore complètement auparavant. Donc ils auraient pu beaucoup plus jouer là-dessus. Et oui, je sais que dans le 4, à la fin, c'est la même chose et qu'aussi c'est compliqué au niveau de la spatialisation. Mais les films Scream ne sont pas parfaits, voilà. Oui, non. C'est sûr. Mais ouais, là je trouve que c'est beaucoup trop long. Et quand tu compares aux deux, qui a déjà un twist à base de c'est la revanche du précédent, etc. Oui. On est d'accord sur le fait que de toute manière les twists dans les Scream et les motivations des tueurs ne sont jamais le point fort du film. Ouais, mais là c'est dommage parce que pour le coup, ils avaient un boulevard qui était gigantesque. New York, truc vraiment, tout était possible. Il pouvait y avoir plein de Ghostface, il pouvait y avoir aucun Ghostface, il pouvait y avoir... Je sais pas, ils ont développé un truc super intéressant, je pense que c'est là qu'on peut aussi en parler, de ce qu'ils veulent raconter quoi avec ce film, vraiment, de quoi ils veulent parler. Je ne sais pas, au début ils parlent de ce truc de franchise, et t'as cette idée que Ghostface il dissimule des masques des précédents films, comme pour faire une sorte de totem à chaque fois, et du coup tu te dis bah voilà, c'est un film qui va parler de la figure du boogeyman comme une sorte de liant pour une saga, et en vrai c'est super intéressant, tu vois. Enfin ça raconte quelque chose. On revient un peu à ce que voulait faire Williamson avec le 4, c'est-à-dire enfin s'intéresser un peu au tueur, mais au-delà de la blague du en fait il a fait ça parce qu'il voulait faire ça et qu'il voulait faire ça. Vraiment réfléchir à profondément quoi, qu'est-ce qui fait que le lien entre les deux. Et non, on revient, enfin à la fin vraiment c'est la déception quoi. Ah oui non d'accord, c'est une vengeance, et en plus avec un twist que je trouve pas ultra bien amené, parce que, et vraiment je suis ultra bête, et les films à twist je marche tout le temps, mais vraiment tous, enfin la plupart en tout cas. Et là le flic, ça va, c'est pas compliqué de deviner quoi, excuse-moi. Bah c'est surtout qu'en plus, alors moi du coup j'étais plutôt contente, donc c'est l'acteur Dermot Mulroney, je vais y arriver, donc qui incarne donc ce flic qui est en fait le tueur, entre autres, parce qu'il est assisté de ses deux petits-enfants, enfin de ses deux enfants. Voilà, moi c'est vrai qu'au départ on le voit débarquer, je me dis un nouvel acteur qui est un petit peu connu et en même temps pas trop, enfin bon, je me suis dit bon il y a des chances que s'il soit là ce soit pas pour rien. Après j'ai un peu zappé cette théorie et je me suis laissé porter par le film, et effectivement c'était lui finalement. Ouais, voilà, effectivement le motif de vengeance familiale, parce qu'en fait c'est la famille du tueur du précédent, surtout qu'en plus voilà c'est le genre de motif qu'on avait déjà eu dans le 2, on n'en peut plus de ce genre de motif, c'est d'une facilité confondante, et effectivement ils mettent des heures à l'expliquer alors que c'est bon, on a compris, il y a rien derrière tout ça, ça va, c'est pas la peine. 3 phrases t'as compris, et il faut qu'il le réassène pendant tout son monologue, et toi t'as mode... Ah ouais, d'essayer de justifier ça, et du coup pourquoi est-ce qu'il est attaché au fait que elle fasse perdurer un petit peu la personnalité de psychopathe de son père à elle, enfin de Billy Loomis. On sait pas. C'est-à-dire, donc pour bien situer aux personnes qui nous regardent, donc le climax se situe donc dans ce cinéma désaffecté, mais qui abrite en fait une super collection de fanatiques de Ghostface et de Scream, enfin de Stab en général, donc avec les costumes de tous les vrais tueurs, leurs armes du crime et tous les accessoires qui ont servi au cours de la saga jusque-là. Donc il y a la télé qui est tombée sur la tête de Stu dans le premier, il y a voilà, les couteaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après t'as plein de matos des films Stab, hein, les claps, les t-shirts aussi les t-shirts des précédents Scream, dont voilà, celui taché de sang là du premier tueur, si je dis pas de bêtises. Oui, de Billy. Oui, le t-shirt de Randy. Enfin, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et du coup, il y a effectivement ce dont tu parlais, la volonté d'essayer de concentrer et de matérialiser l'essence de Scream, l'essence de Ghostface à travers cette espèce de musée, dans ce cinéma qui est lui-même déjà un petit peu un musée en soi. Et donc voilà, effectivement, c'est intéressant, mais c'est intéressant jusqu'à ce qu'on fasse intervenir cette famille de bras cassés là, comme étant les nouveaux tueurs. Bon voilà, c'est vrai que ça fait un peu redescendre le truc. Voilà, moi je trouve que c'est dans les thématiques et dans le décor ça pourrait être un très beau climax, et encore une fois je l'aime plutôt, mais je suis d'accord pour dire que putain, les tueurs c'est encore vraiment une balle dans le pied du récit quoi, c'est vraiment dommage. Mais tu vois, je trouve que c'est à l'image du film en fait. Tout le film est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une bonne idée qui veut enfin étendre l'univers, et d'ailleurs c'est l'idée qu'on a tous eue dans la promo quand ils ont annoncé New York et qu'ils ont vraiment fait toute la promo là-dessus. On s'est dit bah voilà, enfin qu'on quitte Woodsboro. Alors certes le 3 était dans les studios, etc. Mais quand même ça reste un peu le même moule, hein, on va pas se mentir. Et tout le film est comme ça, et même la scène d'intro pour moi est sur ce moule là. Il y a ce twist du en fait le tueur c'est le tueur, et on se dit ah mais
amusant. Vraiment, là, on prend un tueur, on le fait tuer par quelqu'un d'autre. Peut-être que finalement, le film va être une sorte de jeu de massacre en poupée russe. Il y a peut-être un truc aussi très new-yorkais. Bon, alors là, c'est la petite minute vendredi 13, mais moi, ça me fait beaucoup rire ce film incroyable qui est Jason Takes Manhattan, qui est un film... on va pas faire de leçon, hein, c'est évidemment un chef-d'œuvre. Ça aussi entre le chef-d'œuvre et le nanar, tu vois, et quelque part entre les deux, et qui est blindé de défauts, notamment le fait qu'il se passe qu'une demi-heure à Manhattan parce que tout le reste du temps ils sont dans un bateau, mais, qui part d'un lac pour arriver à New York d'ailleurs, faut le dire. Mais en fait, il y a un truc qui est amusant, moi, je trouve, dans ce film, c'est qu'ils ont pris la figure de Jason qui est aussi vraiment l'archétype du slasher movie, à une époque où le genre est complètement en train de se péter la gueule, et il le confronte à New York, et en fait Jason se fait bouffer par New York. Il finit, alors spoiler sur Jason Takes Manhattan, désolé, il finit bouffé par les déjections toxiques dans les entrailles du fin fond de la ville, et t'as ce truc il pourchasse les gens dans la rue, et en fait les New-Yorkais ils sont pas plus inquiétés que ça, parce que bah voilà, c'est New York, il le décrit vraiment comme un trou à rats qui pue et tout. Et moi j'aime bien cette idée que tu prends... un truc très archétypal comme le slasher, tu le mets dans un environnement plus moderne, plus citadin, et tu peux remettre en question tous ces codes en fait. Et c'est super intéressant de faire du tueur soit une partie de New York, soit quelque chose qui a été bouffé par New York, etc. Et cette scène d'intro qui, pour moi, la première partie est horrible pour le côté name dropping, et la deuxième partie est amusante justement parce qu'il y a ce double twist, on va dire, mais ça tombe complètement à l'eau par la suite parce que c'est pas une idée qu'on retrouve ensuite, quoi. Après, ça redevient sur la formule classique. Mais truc intéressant, c'est que donc une fois qu'elle est morte, Ghostface enlève son masque. Et en fait, on commence par la révélation de l'identité du tueur. Et donc ça, pour le coup, c'est hyper nouveau. Et on se dit, waouh, peut-être qu'on va partir sur un scream qui n'aura plus aucun lien avec les précédents screams, mais au moins, on sera du point de vue du tueur. Et ça, ce serait complètement nouveau. Et c'était une bonne idée. Le problème, c'est qu'en fait, ce même tueur se fait tuer par un autre tueur juste après, et que donc on perd cet intérêt. Et que donc, comme le disait Mathieu, ça aurait pu donner un film en poupée russe où tous les tueurs se seraient tués les uns entre les autres au fur et à mesure. Et pour les victimes, elle n'y aurait vu que du feu et aurait persisté un Ghostface pour elle malgré tout. Mais donc bon voilà, ça c'est qu'une idée jetée au début. Ouais, ou même l'idée de suivre le tueur, comme tu dis, en plus c'est très new-yorkais comme idée, tu vois. Oui, on pense, oui, on serait dans Le Voyeur ou voilà, dans... Maniac, tous ces trucs-là, quoi, vraiment les bas-fonds new-yorkais. Surtout, oui, en plus ça me fait penser que New York, alors si le décor new-yorkais est utilisé, et on va en parler juste après parce que je pense qu'on va parler un peu des séquences qui nous ont plu, celles du métro et tout ça, mais ça me fait penser qu'ils reviennent un petit peu à une esthétique et à des thématiques très campus, comme quand ça se passait à Woodsboro et tout, alors que là ça se passe dans New York. Alors je dis pas que les étudiants doivent pas aller étudier, bien sûr, mais les frat parties et tout, et les fêtes de Omega Zappa qui est pas, je sais pas quoi, c'est bon, tu vois, enfin je veux dire, tout ça appartient à Woodsboro, tu vois. C'est vrai que c'est hyper bizarre en plus parce qu'ils essayent de mettre ce truc de teen movie un peu au forceps dans l'esthétique, et c'est bizarre parce qu'il y a un personnage, on sait qu'il est dans une de ses chambres, mais finalement tu vois que leurs grands appartements à la Friends gigantesques new-yorkais sans queue ni tête là, et du coup c'était un peu bizarre, mais ça je pense que c'est peut-être un des trucs qui est dû au fait qu'elle soit plus là, Neve Campbell, parce que comme tu disais, il y avait une transition toute faite en fait avec son personnage du précédent à celui-ci. Et du coup, peut-être bien qu'ils ont un peu ramé pour ramener les personnages à New York. Oui, c'est ça. Et ça se voit. C'est pas facile. Malheureusement. Et donc justement, pour parler un petit peu de l'esthétique new-yorkaise, il y a donc, si on peut parler un petit peu des séquences qui nous plaisent, enfin en tout cas moi j'ai assez envie de parler de la séquence donc, qui se passe dans le métro. Oui, qui était largement teasée par la promo. Donc. Bien sûr, voilà, qui est longue et qui est imparfaite certes, et on va y revenir, mais c'est une séquence que je trouvais quand même habile. Alors bon, il y a des problèmes d'incohérence, et il y a des problèmes d'incohérence partout dans le film, ça c'est sûr, on se demande mais pourquoi tel personnage fait ça, ou enfin ce n'est pas possible, voilà. Mais donc dans cette séquence vous avez en gros le groupe qui se retrouve séparé en deux, la plupart du groupe est dans un wagon et le groupe d'après est dans le métro d'après, enfin bon voilà. Et donc c'est en plein Halloween, donc le métro est bondé et il est rempli de personnes qui portent des masques en tout genre, et donc forcément beaucoup de masques de Ghostface. Et à partir de là, quel passager est un tueur ou pas, il y a un jeu de regard qui est organisé autour de ça, puis alors il y a les lumières qui s'éteignent de temps en temps, par moment on croit qu'un Ghostface va se rapprocher, puis non finalement c'est pas le tueur, et puis quand on croit qu'en fait il y a personne, et si il y a un Ghostface qui se rapproche, et cette fois-ci c'est vraiment le tueur. Et donc ça explore la thématique de est-ce que finalement Ghostface peut tuer même dans un métro bondé au vu et au su de tous, est-ce que ça passe? Et je trouve que c'est plutôt bien fait, encore une fois c'est pas archi crédible, mais je trouve ça pas mal. Ouais. Moi je suis pas d'accord. Non, mais j'ai vraiment du mal avec la plupart des séquences de meurtre qui sont un peu les séquences stars du film. Bon après c'est vrai qu'avec celle-ci il y a peut-être
a un côté un peu déception parce qu'elle a été largement montrée. Et c'est vrai que tous les masques, bon, c'est une idée assez évidente à faire, mais amusante. C'est vrai qu'on les voit venir et il suffit d'avoir pris le métro une fois dans sa vie pour savoir que des fois il y a un mec qui va vers toi et tu fais Ouais. tu fais quoi toi? Oui. Et pourquoi pas, mais en fait tout est tellement bon, alors déjà les lumières qui s'éteignent et qui se rallument dans le cinéma d'épouvante, par pitié. J'en peux plus. Alors en défense du film, je trouve que la photo générale Ouais. est pas dégueulasse. Oui. C'était déjà le même directeur photo d'ailleurs, je crois, pour Ready or Not, donc le Wedding Nightmare en français. Et du coup, on n'est pas juste dans des flashs, enfin, il y a des petits reflets de lumière, et on sent qu'il essaye de faire quelque chose avec les lumières qui défilent avec le métro, Ouais. qui est un peu plus intéressant que, parce que souvent dans les films d'horreur, quand ils abusent de strobe, c'est les flashs d'appareils photo, tu sais. Alors ça mais une fois ok, tu vois, mais il y a un moment il faut s'arrêter. Et après bon voilà, ça reste un ressort extrêmement classique en fait ils auraient pu le faire à Woodsboro, ça, tu vois, c'est pas spécifique au métro. Ils auraient pu s'amuser à prendre un autre masque, une autre personne qui serait Ghostface. En fait, la personne qui meurt, tu t'attends que ce soit elle, enfin qui meurt, qui se prend un coup de couteau, parce que alors mourir et se prendre un coup de couteau dans ce film, c'est deux choses très différentes. La personne qui regarde, on se doute que c'est elle, enfin ceux qui survivent, on sait qui c'est, enfin il y a vraiment aucune originalité, et en fait la plupart des meurtres sont sur ce même motif, il n'y a pas d'originalité alors qu'il y avait un boulevard. Ouais. Il y a ce plan un peu en contre-plongée, je crois, où on voit quelqu'un en train de dormir derrière. En mode, oui, si tu te fais tuer dans le métro, vu que tout le monde pionce autour de toi, ou est super serré, on s'en rendra pas compte. Mais bon, je trouve pas ça ni particulièrement généreux, ni vraiment inventif. Et c'est très long. Oui, par contre, elle est vraiment très longue. On sent qu'ils ont effectivement, comme tu dis, voulu en faire une séquence star du film. Et voilà, même si moi je trouve qu'elle est pleine de bonnes idées, un peu comme pour le reste du film, je suis d'accord avec toi, on passe un peu notre temps à dire « Oh, ce serait trop bien qu'ils fassent ça », et ils le font jamais, quoi. Alors, cela dit, au-delà d'enlever des dimensions, le film essaye aussi d'ajouter des dimensions, enfin en tout cas le précédent essayait d'ajouter une dimension qui est ici à moitié assumée, c'est celle des visions en fait de Samantha qui visualise donc son père, donc qui était Billy Loomis, l'assassin du premier Scream. Donc dans le précédent, elle le voyait dans des miroirs avec un pauvre Skittleridge qui était rajeuni comme on peut, voilà, avec des petites mèches devant les yeux, voilà. Et c'était pas très réussi. Et là ils ont même pas essayé de planquer quoi que ce soit. Ah ouais, donc là il apparaît même plus dans un miroir parce que bon, ça aurait pu été crédible, il apparaît en reflet dans quelques vitres, mais en fait c'est un peu bizarre parce qu'au départ, au tout début du film, c'est complètement évacué, on a l'impression qu'ils n'ont pas du tout assumé cette piste, parce qu'elle est chez le psy, elle dit non, mais en gros je ne vois plus des gens que je ne serais pas censé voir, donc on se dit ok, donc ça ils ont abandonné, ils se sont dit que c'était ridicule, et finalement ça revient à la toute fin. Bon, ça a un certain sens dans le récit, mais c'est vrai qu'on se dit, bah c'est bizarre parce que du coup c'est pas du tout équilibré, parce que c'est une piste risquée. Moi je suis pas complètement contre, honnêtement. J'aimerais juste qu'elle soit mieux traitée, et du coup bon bah là, voilà, j'aimerais qu'elle soit mieux traitée, parce que même si c'est très risqué, le côté délire un peu psychotique, on va symboliser ça par des visions très maladroites et tout. Il y a quelque chose à faire sur le fait qu'il y a des spectres qui nous hantent au fur et à mesure. Voilà, on a une histoire personnelle qui est faite de meurtres et de personnes absentes. Bon, je trouve ça intéressant. Encore une fois, c'est fait trop grossièrement, mais je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, je trouve ça très grossier. Encore une fois, ça rejoint un peu ce que voulait faire Williamson avec le personnage de Jill dans le 4, et mine de rien, je trouvais ça un peu plus intéressant, parce qu'il y allait à fond. Et là, tout le film, en fait, j'ai l'impression qu'il ressasse la même idée qu'il y avait dans le précédent, et ouais, c'est pas une mauvaise idée, et même le dernier plan du film de celui-ci, c'est la même... Enfin, c'est pas le même plan, mais c'est la même idée, finalement, qu'à la fin du précédent, et du coup, il y a pas vraiment d'évolution, je trouve, dans son personnage, quoi. C'est un peu... t'as ce plan où elle dit, bah je vais pas, moi non plus, je suis pas une tueuse, et... Bah c'est dommage en fait, que ce soit d'une manière ou d'une autre, ce serait intéressant qu'ils le fassent, alors peut-être qu'ils le feront dans la suite, mais là pour l'instant je trouve qu'ils sont un peu... ils sont un peu précautionneux quoi, ils pourraient... Oui, l'arc de Samantha se termine vraiment au même point qu'à la fin du 5, là, oui, bon, j'ai une tendance un petit peu psychopathe de par mon père, et en même temps, non, je ne suis pas comme lui, qui est pas inintéressant, mais voilà, là, on tourne un peu en rond. Et en fait, dans cette incapacité à faire évoluer son personnage, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'aussi bien le 5 que le 6 sont vraiment coincés, en fait, cherchent à la fois à conclure, des fois qu'ils n'aient pas les financements pour faire un prochain, et en même temps, à laisser suffisamment ouvert pour justifier une suite. Donc, ils terminent toujours dans cette espèce d'entre-deux, de genre on pose un mot définitif ou pas,
ce qui fait qu'on tourne en rond et qu'on a toujours la même conclusion en fait. Ouais, mais c'est dommage parce que tu vois, le fait que ce soit un duo maintenant qui mène un peu les enjeux, ça leur permet de jouer avec un des deux personnages de manière beaucoup plus franche, je trouve. Et quitte à discréditer mon propos définitivement, je trouve que c'est des thématiques qui étaient mieux traitées, mine de rien, dans le dernier Halloween, tu vois. Genre, le film est aussi blindé de défauts, mais le côté le mal, c'est un truc qu'on peut avoir en nous, etc. Et bah au moins, il y allait, tu vois. Il prenait pas de côté, let's go, on fonce dedans, quitte à carrément humilier ton boogeyman. Allons-y, quoi. Et mine de rien, Scream, c'est la meilleure saga pour faire ça. Humilier le boogeyman, c'est ce qu'ils font depuis 5 films. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Et ils y vont encore un peu... petit peu ton. Mais je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a ce côté... on est encore dans... Mine de rien, c'est vraiment la dernière saga de slasher à être dans ce truc d'on avance film par film en se disant le prochain, s'il marche, on va en faire un très vite pour capitaliser sur le truc. Parce que Halloween a plus trop ça, parce qu'ils ont fait leur saga en 3 films qui est là pour l'instant terminé. Mais au moins, il y avait un plan, tu vois. Je sais pas, Massacre à la tronçonneuse, ils en ont refait qu'un. Enfin, alors, sans nul doute que si... Ok, Massacre à la tronçonneuse, c'est pas du slasher à la base, mais c'en est un peu devenu, mine de rien. Sans nul doute qu'ils auraient fait une suite, ils pourraient faire une suite, on n'en sait rien, mais je trouve que tu sais, cette formule de maintenant on va à New York, et maintenant on fait ça, et tant que ça marche, on continue, quitte à ce que les gens reviennent pas, etc. On se croirait vraiment à la fin des années 80, quoi. Oui, complètement. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Ouais, mais par contre, moi, ce que j'aime bien, et c'est ce qui est permis aussi par justement le nombre de suites et le fait que malgré tout, ça tourne un peu en rond, c'est que dans celui-là, il y a vraiment, encore une fois, avec la vieille salle de cinéma, mais justement l'aspect tout mémorabilia et les objets souvenirs, si on peut dire ça comme ça, tu vois, cette espèce de fétichisation du masque, et le fait que, bon, alors même si on est d'accord que c'est zéro crédible, que soi-disant sur chaque masque, il y a l'ADN du tueur auquel il est appartenu. J'adore le fait qu'on voit les masques de plus en plus vieillis, tu vois, selon les époques, et qui est vraiment ces plans très iconisants, très iconiques sur le masque de Peggy Loomis, parce que voilà, moi je suis assez attachée effectivement à la fétichisation des objets et des souvenirs, et du coup ça marche bien sur moi, ça fait jouer une corde sensible que j'aime bien et qui n'était pas spécialement là dans les précédents. Donc, Oui, mais qui n'est pas là à la fin non plus de celui-ci, du coup. On termine... Oui, c'est-à-dire qu'on termine sur le plan du masque qui est renié en mode jeté dans la rue et tout. Ouais. Mais puis le sujet du film, c'est pas vraiment ça, finalement. Ce qui est un peu... Dans l'idée, massacre à New York, etc. Évidemment que t'as envie de voir ça, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... On a tous une petite vibe... Enfin, voilà, ça m'amuse, vraiment. Moi, le côté, le slasher aux quatre coins où tu veux, ça fonctionne sur moi, tu vois. Je suis Jason Takes Manhattan, j'aime bien Jason X alors que c'est tout pété, mais c'est rigolo, il va dans l'espace. Voilà, tu vois. Et, bientôt Scream dans l'espace, on y croit. Franchement, là... Mais du coup, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'avec ce film-là, où ils ouvrent pour le coup le champ des possibles, maintenant qu'on est dans ce type de franchise, c'est-à-dire de la bonne grosse franchise de slasher, où on s'éloigne de plus en plus du postulat de base pour aller où on veut, comme on veut, faire ce qu'on veut, il y a moyen de s'amuser en fait. Franchement, je sais pas si le duo de réalisateurs, donc Bertinelli au pain et Guillette, je crois, c'est ça, qui c'était Radio Silence à l'époque. Est-ce qu'ils vont rester à la barre ou pas? Parce que bon, pour le coup, la fin est assez à la fois ouverte et un peu comme tu disais. Oui, voilà, c'est beau, ça peut servir de conclusion ou d'ouverture selon. C'est ça. Mais bonne nouvelle, vu qu'ils ont inauguré ce décor new-yorkais, qu'ils ont inauguré pas mal d'enjeux un peu bizarres. Tout est possible en fait, et du coup je pense que à moins de pas en espérer un renouveau de la critique du slasher, parce que bon là en fait ils ont plus rien à raconter, je pense. On peut s'attendre à un truc rigolo, espérons-le, et qui va à fond dans ce qu'il veut faire, quoi, pour une fois. Et donc justement, pour enchaîner un petit peu sur ce que tu dis, et peut-être pour conclure, on va peut-être parler du concept finalement même de la saga qui finalement qui s'est perdu. Enfin, moi j'ai l'impression que ça se perd de plus en plus, et là ça s'est perdu dans cet opus-là. Alors justement, c'est peut-être ce qu'il faut pour le renouveau, et en même temps, quelque part c'est plus Scream, quoi. Il y a plus vraiment, en plus maintenant qu'il n'y a plus Neve Campbell, il y a même plus Sidney, parce que là du coup on a quand même un Ghostface qui se retrouve à tuer au fusil à pompe, qui se retrouve dans New York, qu'on voit parler aux victimes avec son masque, qu'on a vu enlever son masque, donc il y a tout ce processus un peu de désacralisation, et finalement on a l'impression d'être revenu dans un slasher normal, mais qui n'a plus rien à voir avec les bases de Scream, en fait. Ouais, ce qui, pour moi, est à la fois une bonne et une mauvaise chose, en fait. Tant qu'ils auront leur grappin dessus, et qu'ils voudront à tout prix s'attacher à ce que tu dis au code, donc là celui du 2, enfin pitié qu'ils refassent pas le 3 dans autre part dans la suite, quoi.
ce sera un peu le cul entre deux chaises et ils sauront plus quoi raconter. Mais amusez-vous en fait. Confiez ça à quelqu'un qui va vraiment s'amuser, qui va faire, je sais pas, encore une fois, on va pas balancer nos idées parce que c'est facile en fait de regarder Scream et de dire moi j'aimerais que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, évidemment. Mais confiez ça à quelqu'un qui va vraiment foutre le sbul, vraiment. Quitte à ce que ce soit bancal, hein, aucun problème, mais qui ait pas ce côté un peu. En même temps, j'ai envie de raconter ça, et en même temps, je sais pas trop, et je marche un peu sur des œufs. Voilà, c'est un film qui marche sur des œufs. Bah, c'est un peu ce que je te disais, en fait, moi j'ai vraiment l'impression que le film n'arrive pas, ou en tout cas peine vraiment à exister entre toutes ces séquences qui sont vraiment faites pour que chacune fasse référence à des choses précédentes de la saga, ou alors fasse référence à un discours méta. Elles sont toutes étudiées pour ça avec un but bien précis, et donc en fait on a l'impression d'avoir un film plein de complexes qui est tout le temps en train de s'excuser d'exister, et toujours essayer d'être en cohérence avec un discours méta, et avec les références de ses aînés. Et en fait du coup, bah oui, entre ça, les scènes de meurtre et les scènes de lien entre les personnages qui font exister les personnages, bah elles existent très peu, quoi. Donc effectivement, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière à ce stade, quoi. Exactement, coup de pied dans la fourmilière. Voilà, si pour conclure, peut-être qu'on peut résumer chacun notre avis en quelques mots. Ouais, je pense que cette idée de un film qui marche sur des œufs, en le disant, tu vois, ça m'a paru être vraiment les mots qui résument le plus le truc. L'idée à l'origine est pas mauvaise, en fait, ils s'autorisent tellement rien qu'ils finissent par ne rien raconter. Ok, bon, très bien, ouais, bon. Je comprends très bien, et en même temps, voilà, moi j'ai quand même envie d'insister sur le fait que j'ai passé un bon moment, que je trouve que les bonnes idées que présente le film méritaient d'être présentées, et que globalement, oui, c'est bourré de défauts, et en parlant, je me rends bien compte à quel point il n'y a rien qui va. Et en même temps, je suis toujours attachée à cette saga, et j'ai pris plaisir à le voir, et je suis quand même curieuse de la suite. T'as battu le record du nombre de mais en même temps qu'on dit en vidéo. Pardon, c'est un peu la malédiction Scream. Bref, voilà. Merci Mathieu, merci. À vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube d'Écran Large, à mettre un commentaire, à vous abonner au site aussi pour nous soutenir. Ce serait très utile, ma foi, pour qu'on puisse manger par exemple. Et sur ce, à très vite. Merci. Salut.